Mon père m'a appelé le fils dont j'aurais souhaité qu'il n'arrive jamais, dans un message vocal envoyé à mon oncle. Plus tard, quand il m'a demandé pourquoi je n'étais pas rentré à la maison depuis si longtemps, j'ai simplement répondu « N'est-ce pas ce que tu souhaitais ?» Je dois vous raconter quelque chose, qui a changé ma vie entière en moins de 9 secondes. C'est la durée de ce message vocal. 9 secondes. Je l'ai chronométré. Je l'ai écouté tellement de fois, que je pourrais le réciter dans mon sommeil. Et honnêtement, certaines nuits, c'est ce que je fais. Mais j'anticipe. Laissez-moi vous donner le contexte, pour que tout cela prenne sens. J'ai grandi à Clarksville, dans le Tennessee, à environ 45 minutes au nord de Nashville. Une ville plutôt sympa, de braves gens, le football du vendredi soir, l'église le dimanche, la totale. Mon père, Rick, était un entrepreneur qui dirigeait sa propre petite entreprise de rénovation résidentielle. Ma mère, Diane, travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire. Elle était le genre de femme qui avait toujours le dîner sur la table à 18h, et un verre de thé glacé à la main à 18h15. C'était de bons parents, ou du moins, c'est ce que je croyais. J'ai un frère, il s'appelle Garrett. Il a 3 ans de plus que moi. En grandissant, Garrett était le fils, et j'étais juste le caillou qui se trouvait en orbite à côté. Il était le quarterback. Il était le roi du bal de promo. Il était l'enfant dont les photos d'école étaient encadrées et accrochées dans le couloir, tandis que les miennes restaient dans un tiroir, parce que ma mère n'avait pas encore eu le temps d'acheter un cadre. Pendant 3 ans, apparemment, il a obtenu une bourse complète pour l'université du Tennessee, alors que moi, j'ai eu droit à une poignée de main et à une bonne chance là-bas. Mais quand je suis parti pour l'université communautaire. Écoutez, je ne dis pas que mes parents ne m'aimaient pas. Ils étaient présents, ils préparaient mes repas, ils signaient les mots d'autorisation. Cependant, il y avait toujours cette ligne invisible, entre la façon dont ils traitaient Garrett, et la façon dont ils me traitaient. Et j'ai passé la majeure partie de ma vingtaine, à faire semblant de ne pas la voir. Je me souviens d'un Noël, où j'avais peut-être 14 ans. Garrett a reçu un ordinateur portable tout neuf pour l'école. Le haut de gamme. Mon père en a fait toute une mise en scène. Il le lui a fait ouvrir en dernier, et a filmé toute la scène avec son caméscope. Moi, j'ai eu une carte cadeau pour GameStop, et un pull qui était une taille trop grand. Ma mère a dit, tu vas grandir dedans. Comme si elle me rendait service, en m'achetant la mauvaise taille. J'ai porté ce pull exactement une fois, par politesse. Ensuite, il est resté au fond de mon placard jusqu'à ce que nous déménagions, mais je n'ai rien dit. J'ai souri, j'ai dit merci, et je suis allé jouer à mon nouveau jeu vidéo dans ma chambre. Pendant ce temps, Garrett installait son ordinateur sur la table de la cuisine, et mon père planait au-dessus de son épaule, tel un ingénieur fier regardant le lancement d'une fusée. C'est de Garrett qu'il parlait, lors des réunions de famille. Ce sont les actions de football de Garrett, que mon père passait en boucle pendant Thanksgiving. C'est Garrett qui a eu une voiture, pour son 16e anniversaire. Moi, j'ai eu un vélo d'occasion, et une carte qui disait « Pédale vers tes rêves ». Une carte que ma mère avait très probablement attrapée dans le rayon des soldes, au dollar général. Et honnêtement, je ne me suis pas plaint. Ce n'était pas mon genre. Je me disais que j'allais simplement travailler plus dur, et qu'il finirait bien par le remarquer. Je suis allé à l'université communautaire, j'ai obtenu mon diplôme universitaire en commerce, puis j'ai été transféré à l'université d'État d'Austin PA, pour terminer ma licence. J'ai payé la majeure partie moi-même, avec des prêts étudiants, et un boulot à temps partiel dans une quincaillerie. Pendant ce temps, Garrett menait la belle vie à Knoxville, avec ses frais de scolarité couverts. Il rentrait à la maison avec des histoires de fêtes d'avant-match et de balles de sororité, pendant que je remplissais des rayons, et que je mangeais des ramen 4 soirs par semaine. Mais je ne lui en voulais pas. Pas vraiment. Garrett n'était pas un mauvais frère. Il était juste complètement inconscient. Il flottait à travers la vie sur un nuage de privilèges d'enfant gâté, et n'a jamais regardé vers le bas une seule fois, pour voir si j'étais en train de me noyer. Après l'université, j'ai déménagé à Nashville. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de logistique, pour faire du travail opérationnel. Rien de très glamour, mais j'étais doué pour ça. Vraiment doué. En 2 ans, j'avais été promu 2 fois, et je dirigeais une équipe de 12 personnes. J'ai trouvé un petit appartement dans l'est de Nashville. J'ai commencé à sortir avec une fille nommée Brooke,
qui travaillait dans une maison d'édition musicale au centre-ville. Et, pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que tout se mettait en place. Mais voici le problème, quand on est l'enfant négligé. Vous construisez toute votre identité autour de la nécessité de prouver que vous valez quelque chose. Et même quand vous commencez à réussir, il y a cette petite voix au fond de votre tête qui vous dit « ce n'est pas suffisant ». Cette voix ressemblait beaucoup à celle de mon père. Voyez-vous, Rick était le genre de père qui montrait son amour par la proximité, mais jamais par les mots. Il était dans la pièce, mais il n'était pas présent. J'appelais à la maison tous les dimanches, pour lui parler de ma promotion, du nouvel appartement, de Brooke. Et il répondait, « c'est super, mon grand ». Exactement sur le même ton qu'il utilisait, quand je lui disais que j'aimais le nouveau paillis qu'il avait mis dans la cour avant. C'était juste plat. Aucune question pour relancer, aucune fierté dans sa voix. Pendant ce temps, je l'entendais au téléphone avec son frère, mon oncle Dal, se vanter du nouveau pick-up de Garrett, ou des fiançailles de Garrett avec sa petite amie de l'université, Chelsea. Il en parlait, comme si Garrett venait d'être nominé pour un prix Nobel, simplement pour avoir acheté un Ford F-150. Je me disais que j'étais trop sensible. Je me disais que certains pères, tout simplement, ne sont pas doués avec les mots. Je me suis raconté beaucoup de choses, car l'alternative était d'admettre que mon propre père ne me voyait pas comme j'avais besoin qu'il me voie, et je n'étais pas prêt pour ça. Puis, il y a eu le barbecue. Eh bien, pas le barbecue en lui-même. Je n'y étais pas. C'est un peu là, tout le problème. C'était un samedi, à la fin du mois de juin. J'étais assis dans ma voiture, sur le parking d'un supermarché Kroger, à Nashville. Brooke m'avait envoyé une liste de courses, pour un dîner que nous organisions ce soir-là, et j'étais sur le point d'entrer dans le magasin, quand mon téléphone a vibré. C'était un message vocal de mon père. Je me souviens avoir pensé que c'était bizarre, parce que mon père n'envoyait jamais de messages vocaux. Il était plutôt du genre à appeler, à parler pendant 90 secondes, puis à dire « bon, allez, à plus », et à raccrocher. J'ai appuyé sur lecture. La première chose que j'ai entendue, c'était du bruit. Des rires, de la musique country en fond sonore, le bruit incomparable de quelqu'un qui retourne de la viande sur un grill. Un barbecue. Ensuite, la voix de mon père, décontractée et relâchée, comme s'il avait bu quelques bières. Il disait, entre nous, j'aurais souhaité que Nolan n'arrive jamais. Et puis, il a ri. Pas un grand éclat de rire, pas un ricanement cruel, juste un petit rire étouffé, comme s'il avait fait une blague sur la météo. 9 secondes. C'était tout. Je suis resté assis là. La liste de courses était toujours sur mon écran, juste en dessous de la notification du message vocal. Brooke voulait des tomates cerises, et du basilic frais. Je me souviens de ce détail, parce que mon cerveau essayait de s'accrocher à quelque chose de normal, pendant que tout le reste de mon être était en train de s'effondrer. Je l'ai réécouté, puis encore une fois, puis une troisième fois. Entre nous, j'aurais souhaité que Nolan n'arrive jamais. Il voulait envoyer ça à l'oncle Dal. J'en suis certain. Ils étaient à un barbecue de famille, probablement chez Dal, du côté de Springfield. Et mon père a accidentellement appuyé sur mon nom, au lieu de celui de Dal. Un appel accidentel de l'âme, si l'on peut dire. Je suis resté assis dans cette voiture, pendant près de 30 minutes. Le moteur était éteint. Les vitres étaient montées. Il faisait plus de 30 degrés à l'extérieur, la voiture se transformait en sauna, et je n'ai pas bougé. Je continuais simplement à fixer mon téléphone, comme s'il allait reprendre ses mots. Comme si la voix de mon père allait se faire entendre à nouveau, pour dire « Je plaisante, mon grand. Tu sais que je t'aime. » Cela n'est pas arrivé. Je ne suis jamais entré dans le Kroger. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à Brooke que je ne me sentais pas bien, et j'ai passé le reste de la soirée dans notre chambre, à faire semblant de dormir, pendant qu'elle animait le dîner toute seule. Elle savait que quelque chose n'allait pas, Brooke le savait toujours. Mais elle savait aussi, quand il ne fallait pas insister, et cette nuit-là, elle m'a laissé tranquille. Je n'ai pas appelé à la maison ce dimanche-là, ni le dimanche suivant, ni celui d'après. Je n'ai plus jamais appelé à la maison. Les 2 premières semaines, après ce message vocal, ont été les plus dures. Je me réveillais le matin, et pendant environ 3 secondes, tout allait bien. Puis, ça me frappait, comme un camion. Entre nous,
j'aurais souhaité que Nolan n'arrive jamais. Chaque matin, sans exception, comme un réveil fait de chagrin d'amour. Brooke voyait bien que quelque chose avait changé. Je n'étais plus le même gars. J'étais plus silencieux, plus sec, avec des réponses évasives pendant nos conversations. Elle me demandait comment s'était passée ma journée, et je répondais bien, sur un ton qui signifiait clairement que ça n'allait pas. Elle me regardait avec ses yeux marrons pleins d'inquiétude, et je me sentais coupable de la repousser. Mais je n'arrivais pas à prononcer les mots. Comment dit-on à sa petite amie, que son père souhaiterait que l'on n'existe pas? Ça ressemble à une réplique d'un mauvais film, sauf que c'était ma vie. Environ 3 semaines plus tard, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Elle a laissé un message, disant qu'elle n'avait pas eu de mes nouvelles depuis un moment, et qu'elle voulait s'assurer que j'allais bien. Sa voix était chaleureuse et normale, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses encore pires. Je me suis demandé si elle savait. Je me suis demandé si mon père avait déjà dit ce genre de choses auparavant, lors d'autres barbecues, lors d'autres dîners, pendant d'autres conversations que je n'étais pas censé entendre. Je me suis demandé depuis combien de temps mon propre père souhaitait que je ne sois pas né, pendant que ma mère me passait la purée de pommes de terre à Thanksgiving, en me disant que j'avais l'air maigre. Garrett m'a envoyé un texto à peu près au même moment. « Et mec, tu viens au truc du 4 juillet chez papa et maman. Chelsea prépare sa salade de pommes de terre. Elle est vraiment bonne cette année, lol. » J'ai fixé ce texto pendant un long moment. Du Garrett tout craché. Supposant, de manière tout à fait désinvolte, que j'allais me pointer. Supposant, tout aussi désinvoltement, que tout allait bien. Ne remarquant absolument pas, que notre père venait de détruire tout mon sentiment d'appartenance, avec un message vocal de 9 secondes, qu'il n'avait même pas eu l'intention de m'envoyer. Je n'ai pas répondu. En juillet, le silence était apparemment devenu assez bruyant, pour que ma famille le remarque. Ma mère a rappelé, puis encore, puis elle a commencé à m'envoyer des textos. Nolan, s'il te plaît, rappelle-moi. Nolan, est-ce que ça va? Papa et moi, nous sommes inquiets. Papa est inquiet. Celle-là m'a presque fait rire. L'homme qui aurait souhaité que je n'arrive jamais, est inquiet. De quoi était-il inquiet, exactement? Que je me mette soudain à exister encore plus fort, par pure rancune? Puis, mon père a appelé une fois. J'ai regardé son nom s'illuminer sur l'écran de mon téléphone, et j'ai senti toute ma poitrine se serrer. Je n'ai pas répondu. Il n'a pas laissé de message vocal. Probablement, parce qu'il ne voulait pas risquer de me dire accidentellement, encore une fois, ce qu'il ressentait vraiment. Brooke m'a finalement confronté un jeudi soir, à la mi-juillet. Nous étions assis sur le canapé, une émission passait à la télévision, mais aucun de nous deux ne la regardait. Elle a coupé le son, s'est tournée vers moi, et a dit « Nolan, je t'aime, mais il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, et tu dois me dire ce que c'est, sinon je ne pourrai pas t'aider. » Alors, je lui ai dit. J'ai ouvert la messagerie vocale, je lui ai tendu mon téléphone, et j'ai observé son visage pendant qu'elle écoutait. Elle l'a joué 2 fois, tout comme moi. Ensuite, elle a posé le téléphone sur la table basse, très délicatement, comme s'il risquait d'exploser. Elle m'a regardé, et a dit, « Je vais avoir besoin que tu dises quelque chose, avant que je ne jette ce téléphone à travers le mur. » Je lui ai tout raconté. Les années passées à être le second choix, le vélo contre la voiture, la façon dont la voix de mon père devenait plate, chaque fois que je lui annonçais une bonne nouvelle dans ma vie. La façon dont Garrett était célébré rien que pour respirer, tandis que moi, je recevais une tape sur la tête pour avoir obtenu mon diplôme universitaire. J'ai étalé toute la tapisserie pathétique, du fait d'être le fils non favori. Et quand j'ai eu terminé, Brooke pleurait, et moi non. Ce qui en dit long, sur le point auquel j'étais devenu insensible. Elle m'a tenu la main, et a dit, « Tu mérites tellement mieux que ça. Tu le sais, n'est-ce pas? » Et le fait est que, je ne le savais pas. Pas vraiment. Pas au fond de moi. Parce que, quand votre propre père dit qu'il souhaiterait que vous n'arriviez jamais, cela confirme toutes les insécurités que vous avez jamais eues. Chaque fois que je me suis demandé pourquoi je n'étais pas assez bien, chaque fois que je me suis dit que je m'imaginais des choses, chaque fois que j'ai trouvé des excuses pour justifier le fait que papa semblait plus intéressé par les projets de week-end de Garrett que par les grandes étapes de ma carrière. Ce message vocal a prouvé que tout était vrai. Je n'étais pas paranoïaque. Je n'étais pas trop sensible.
J'étais juste indésirable. Le mois d'août est arrivé, et la pression familiale s'est intensifiée. Ma mère a commencé à appeler Brooke directement, ce que je n'avais pas prévu. Brooke a géré ça comme une championne. Elle a dit à ma mère que je traversais une période difficile, et que j'avais besoin d'espace. Et ma mère, à son crédit, a reculé pendant un petit moment. Mais ensuite, Garrett a débarqué. Il a conduit jusqu'à Nashville un samedi matin, à l'improviste, et a frappé à la porte de notre appartement à 9 h du matin, comme s'il livrait une assignation à comparaître. J'ai ouvert la porte, en pantalon de jogging et t-shirt froissé. Et il était là, un M88, rasé de près, portant un polo, comme s'il se rendait dans un country club. « Mec, qu'est-ce qui se passe avec toi ?» a-t-il lancé, avant même que je puisse dire bonjour. Maman est en train de perdre la tête. Papa fait semblant de ne pas s'inquiéter, mais il agit bizarrement depuis des semaines. Tu ignores tout le monde. Parle-moi. J'ai failli le faire. J'ai failli ouvrir le message vocal, juste là, sur le pas de la porte, et le lui faire écouter. Mais quelque chose m'a arrêté. C'était peut-être la fierté. C'était peut-être le fait que Garrett n'avait jamais, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, eu besoin de se demander si nos parents voulaient de lui. Et je n'avais pas envie de le regarder bafouiller une réponse, qui allait inévitablement minimiser ce que je ressentais. Ou peut-être, tout simplement, que je ne lui faisais pas confiance, de peur qu'il ne retourne directement voir mon père pour le prévenir, afin que Rick puisse commencer à répéter ses excuses. « Je vais bien, Garrett », ai-je dit. « Je suis juste très pris par le travail. » Il m'a regardé comme si je venais de lui dire que la terre était plate. « Tu ne vas pas bien. Tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis un mois. »« J'apprécie que tu sois descendu, » ai-je répondu, en refermant déjà la porte, « mais j'ai besoin d'un peu d'espace en ce moment. » Il est resté sur le porche pendant 1 minute. Je pouvais voir son ombre à travers le verre dépoli. Puis, il est parti. J'ai regardé son pick-up sortir de l'allée. Je me suis assis sur le sol de la cuisine, j'ai mis ma tête entre mes mains, et c'est le moment où j'ai été le plus proche de pleurer, pendant toute cette histoire. Le point de rupture, le vrai, est survenu en septembre. Ma mère m'a envoyé un texto de groupe, qui incluait Garrett, Chelsea, mon père, et l'oncle Dal. C'était une photo de toute la famille, à la maison du lac de Dal. Tout le monde souriait. Mon père avait son bras autour de Garrett. Il y avait une banderole en arrière-plan, qui disait « Joyeuse fête du travail » en lettres rouges, blanches et bleues. La légende de ma mère disait « On aimerait que tu sois là, Nolan. Tu nous as manqué. » J'ai zoomé sur le visage de mon père. Il souriait à pleines dents. Aucune tension. Aucun signe d'un homme qui perdait le sommeil à cause de son fils éloigné. Il ressemblait à un type qui passait un super moment à un barbecue. Ce qui, compte tenu de l'histoire récente, était parfaitement cohérent. J'ai enregistré la photo, puis j'ai fait une capture d'écran du message vocal. Ensuite, j'ai ouvert une application de notes, et j'ai écrit ces mots, « Passe à autre chose ». Cette nuit-là, j'ai dit à Brooke que j'en avais fini. Pas fini avec elle, mais fini avec eux. Fini d'attendre que mon père devienne quelqu'un qu'il n'était pas. Fini de jouer le rôle du second fils reconnaissant, qui fait semblant que les miettes tombées de la table, constituent un repas complet. Fini d'espérer que, si je travaillais juste un peu plus dur, si j'accomplissais un peu plus de choses, si j'appelais un peu plus souvent. Peut-être qu'un jour, Rick me regarderait de la même manière qu'il regardait Garrett, sur cette photo de la fête du travail. Brooke m'a serré la main, et a dit, « Alors, passons à autre chose ensemble. » Et c'est exactement ce que nous avons fait. Les mois suivants ont été brutaux, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Voyez-vous, quand vous coupez les ponts avec votre famille, les gens agissent comme si vous aviez commis un crime. Les amis communs commencent à poser des questions. La famille élargie vous envoie des textos qui disent des choses comme « La vie est courte » et la famille, c'est tout ce qui compte. Ce qui est facile à dire, quand votre famille n'a pas accidentellement avoué qu'elle aurait souhaité que vous ne soyez jamais né, au cours d'un banal barbecue. L'oncle Dal m'a contacté une fois, juste une fois. Il m'a envoyé un texto qui disait « Ton père t'aime, Nolan. » Il n'est juste pas très doué pour le montrer. J'ai lu ce texto environ 15 fois, en essayant de comprendre si Dal était au courant pour le message vocal. S'il était à l'autre bout du fil, lors de cet appel. Si mon père avait dit « J'aurais souhaité que Nolan n'arrive jamais », et que Dal avait simplement ri avec lui,
avant qu'ils ne retournent tous les deux retourner des burgers, comme s'ils discutaient des prévisions météo. Je n'ai jamais répondu à Dal. Que étais-je censé dire? Merci Dal. Est-ce qu'il souhaite aussi que je ne sois jamais arrivé, tout en me montrant cet amour? Il a tellement de mal à s'exprimer. Le travail est devenu ma bouée de sauvetage. Je me suis jeté à corps perdu dans mon emploi, au sein de l'entreprise de logistique. Avec l'intensité de quelqu'un, qui n'avait plus rien à perdre, et tout à prouver. Ma patronne, une femme brillante nommée Patricia, a remarqué le changement. Elle m'a pris à part un après-midi, et m'a dit, « Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie personnelle, mais quel que soit le carburant qui vous fait avancer, ça marche. Je vous propose pour le poste de responsable régional des opérations. » J'ai obtenu la promotion. Elle s'accompagnait d'une augmentation de 30%, et de la responsabilité de superviser la distribution dans 3 États. J'avais 29 ans, et je gagnais plus d'argent que mon père n'en avait jamais gagné, au cours de sa meilleure année. Et il n'y avait personne à appeler, pour l'annoncer. Pas d'appel téléphonique le dimanche. Pas de « c'est super mon grand », prononcé d'une voix plate. Juste moi et Brooke, dans notre appartement. Nous mangions des plats thaïlandais à emporter, et trinquions avec du champagne bon marché, pendant qu'elle me disait à quel point elle était fière de moi. Et honnêtement, le fait qu'elle soit fière de moi, c'était suffisant. Plus que suffisant. Brooke avait cette façon de me regarder, qui me donnait l'impression d'être la personne la plus importante de la pièce. Et après avoir passé ma vie à me sentir invisible, au sein de ma propre famille, cela signifiait tout. Nous avons emménagé dans une maison à Franklin, juste au sud de Nashville. Rien d'énorme. Un plein pied de 3 chambres, avec un grand jardin à l'arrière, et un porche qui faisait le tour de la façade. Brooke a commencé un potager. J'ai construit un foyer d'extérieur, avec des pierres que j'avais rapportées d'un magasin de fournitures d'aménagement paysager, un samedi. Nous avons adopté un chien. Un croisé labrador noir un peu maladroit, nommé Biscuit. Il n'avait aucune notion de l'espace personnel, et pensait que chaque meuble était son lit. Pour la première fois de ma vie, j'avais une maison qui ressemblait vraiment à un foyer. Mais le travail émotionnel, lui, a été plus difficile que ma carrière professionnelle. J'ai commencé à voir un thérapeute. Un homme nommé Dr Ellison, qui avait une voix calme, et un bureau qui sentait le cèdre. Je lui ai parlé du message vocal. Je lui ai parlé des années de favoritisme, et de cet engourdissement qui s'était installé dans ma poitrine, lourd comme du béton. Il n'a pas bronché. Il a simplement hoché la tête, et a dit, « Nolan, vous faites le deuil d'un père que vous n'avez jamais vraiment eu. Celui que vous auriez voulu qu'il soit, n'existe pas. Et c'est une perte qui est tout aussi réelle, que n'importe quelle autre. » Cela m'a frappé encore plus fort, que le message vocal. Le docteur Ellison m'a aidé à comprendre, que j'avais passé toute ma vie à auditionner pour un rôle, que je n'allais jamais obtenir. Le fils apprécié. Celui qu'on remarque. Je n'arrêtais pas de faire prise après prise, en espérant que le réalisateur dirait enfin, « c'est la bonne ». Et au lieu de ça, il continuait de regarder par-dessus mon épaule, pour fixer Garrett. Le message vocal n'était pas la blessure. C'était le diagnostic. La blessure, elle, était là depuis des décennies. J'ai commencé à me construire une vie, qui ne gravitait plus autour de l'approbation de ma famille. J'ai repris contact avec d'anciens amis de l'université. Je m'en suis fait de nouveau, grâce au travail. Il y avait un gars nommé Tran, dans mon équipe des opérations, qui est devenu l'un de mes amis les plus proches. C'était un ancien marine de Memphis, bruyant, drôle, qui avait sa propre histoire familiale compliquée, et qui comprenait ce que cela signifiait, de construire quelque chose à partir de rien. Nous allions boire des bières le vendredi après le travail, et nous parlions de tout. Des choses vraies. Pas des futilités de surface. J'avais l'impression d'avoir un frère, qui me voyait réellement. Brooke et moi nous sommes fiancés en novembre. Je l'ai demandé en mariage sur notre porche, avec Biscuit assis entre nous. Il était complètement inconscient de l'importance du moment, et mâchouillait un bâton. Elle a dit oui, avant même que j'aie terminé ma question. Nous avons décidé de faire un petit mariage. 30 personnes maximum, dans un vignoble à l'extérieur de Franklin. Aucune famille de mon côté. Je ne voulais pas subir l'anxiété, de me demander si mon père allait se pointer, pour tout gâcher avec son indifférence soigneusement entretenue. Et je ne voulais absolument pas,
lui donner l'occasion de se lever à la réception, pour porter un toast creux, affirmant à quel point il était fier de son fils. Alors que nous savions tous les deux, qu'il souhaitait que je ne sois pas né. La famille de Brooke est intervenue pour combler le vide. Ses parents, Jim et Connie, m'ont traité comme si j'étais leur propre fils, dès le premier jour. Jim était un électricien à la retraite, qui aimait la pêche, et les mauvais jeux de mots. Et Connie était le genre de mère, qui vous appelait après un orage, juste pour s'assurer que vous n'aviez pas de fuite dans le toit. Ils n'ont pas remplacé ce que j'avais perdu. Mais ils m'ont montré à quoi cela était censé ressembler, et cela m'a donné quelque chose vers quoi tendre. Quand le printemps est arrivé, j'étais dans une situation totalement différente. Au sens propre, comme au figuré. J'avais été débauché par une plus grande entreprise de logistique, basée au cœur de Nashville. On m'avait offert un poste de niveau directeur, avec des parts dans l'entreprise, et un salaire à faire pleurer de joie. J'ai accepté. Brooke et moi étions plongés dans les préparatifs du mariage. Biscuit était passé de la mastication de bâtons, à la mastication de chaussures. Ce que nous avons considéré, comme un progrès. La vie était belle. Pas parfaite. Pas exemple de la spirale occasionnelle de 3 heures du matin, où je restais éveillé, à me demander si mon père pensait parfois à ce qu'il avait dit. Mais belle, solide, et saine d'esprit. Et puis, l'appel téléphonique est arrivé. C'était Garrett. Je ne lui avais pas parlé depuis presque 1 an. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose, dans mes tripes, m'a dit de décrocher. Nolan, a-t-il dit. Et sa voix était différente. Sérieuse. Pas d'énergie de frère décontracté. Pas de mec ou de vieux, parsemé pour faire joli. Juste mon prénom, prononcé de manière plate et lourde. Ouais, ai-je répondu. L'entreprise de papa est en difficulté. De vraies difficultés. Il a contracté un prêt l'année dernière, pour se développer dans le secteur commercial, et le projet a échoué. Le client s'est retiré, les sous-traitants portent plainte. Et papa doit environ 350 000 $ à la banque. Il pourrait perdre la maison. Je me tenais dans ma cuisine, en regardant vers le jardin, où Biscuit se roulait dans l'herbe. Et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de panique. Pas de sympathie. Pas d'élan d'inquiétude. Juste un vaste calme vide, comme si je me tenais au milieu d'un lac gelé. Pourquoi me racontes-tu ça, ai-je demandé. Garrett a fait une pause. Parce qu'il est trop fier pour le demander, mais il a besoin d'aide. Et tu t'en sors bien, Nolan. Maman m'a parlé de ton nouveau travail. Nous sommes tous vraiment fiers de toi. Nous sommes tous vraiment fiers de toi. Ça y était. Les mots que j'avais attendu d'entendre toute ma vie, servis sur un plateau d'argent, maintenant qu'ils avaient besoin de quelque chose de ma part. J'ai failli rire. En fait, je l'ai peut-être fait. Une sorte de petit rire étouffé et brisé, que j'ai dissimulé en m'éclaircissant la voix. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Puis j'ai raccroché. Je suis resté là, dans la cuisine, pendant un long moment, à écouter Biscuit aboyer après un écureuil. Et j'ai repensé à ce que le docteur Ellison m'avait dit, sur le fait de faire le deuil d'un père que je n'avais jamais eu. Le fait est que, je n'étais plus en colère. J'en avais simplement fini. Et parfois, avoir fini, c'est la chose la plus puissante que l'on puisse ressentir. Après l'appel de Garrett, je n'ai rien fait pendant 2 semaines. J'ai juste vécu avec ça. Brooke savait qu'il se passait quelque chose, car je n'arrêtais pas de fixer mon téléphone, comme s'il me devait de l'argent. Mais elle a attendu que je sois prêt à en parler. C'est l'une des 700 raisons pour lesquelles je l'épousais. Quand je lui ai finalement raconté, elle a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit, « Que veux-tu faire ?» « Je ne sais pas, ai-je répondu. « Si, tu le sais, » a-t-elle répliqué. « Tu as juste peur de ce que cela dit sur toi. » Elle avait raison. Parce que ce que je voulais faire, c'était rien du tout. Je voulais laisser mon père patauger dans le pétrin qu'il avait créé, et lui laisser en ressentir tout le poids. De la même manière que j'avais ressenti le poids de ce message vocal, chaque jour, au cours de l'année écoulée. Et je me sentais coupable de penser ça. Parce que, peu importe ce qu'il avait dit sur moi à un barbecue, il restait mon père. Et quelque part, sous tous ces tissus cicatriciels, il y avait un enfant qui voulait juste que son père soit fier de lui. J'ai appelé le docteur Ellison.
nous avons eu une séance d'urgence, au cours de laquelle j'ai littéralement vomi des mots pendant 45 minutes, pendant qu'il hochait la tête et prenait des notes. À la fin, il a dit quelque chose qui m'est resté en mémoire. Nolan, vous ne devez votre aide à personne. Mais vous devez la vérité, à vous-même. Quoi que vous décidiez, assurez-vous que cela vienne d'un besoin de clarté, et non d'un désir de vengeance. Alors, j'ai fait le point. J'ai demandé à Tran d'aller boire une bière avec moi ce vendredi-là, et j'ai tout déballé. Le message vocal, l'éloignement, le coup de fil de Gareth. Absolument tout. Tran a écouté de la manière dont Tran écoutait toujours. Intensément, et sans aucun jugement, comme un tireur d'élite évaluant une cible. Quand j'ai eu terminé, il a pris une longue gorgée de bière, et a dit, « Tu sais ce que tu dois faire, pas vrai ? » Quoi ? Tu dois aller voir ton père, face à face. Pas pour lui, pour toi. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas passer le reste de ta vie à te demander ce qui se serait passé. Et ça va te dévorer de l'intérieur. Je savais qu'il avait raison. Mais je savais aussi, que je n'allais pas y aller les mains vides. Pas sur le plan émotionnel, en tout cas. J'avais besoin d'être préparé. Je devais savoir exactement dans quoi je m'embarquais. Je devais savoir exactement ce que j'étais prêt à donner, et, plus important encore, ce que je n'étais pas prêt à donner. Donc, j'ai fait mes devoirs. J'ai appelé un pote de l'université, qui travaillait dans l'immobilier commercial, et je lui ai demandé de se renseigner sur la situation de mon père. Il s'est avéré que c'était pire, que ce que Gareth avait décrit. Rick avait signé une garantie personnelle sur le prêt, ce qui signifiait que la banque pouvait tout saisir. La maison, son équipement, ses économies, tout ce qu'il restait. Le projet commercial dans lequel il s'était lancé, dépassait largement ses compétences. Il avait essayé de concurrencer de plus grandes entreprises, et cela s'était retourné contre lui, de manière spectaculaire. Le client s'était retiré à cause des retards, et 3 sous-traitants avaient déposé des réclamations. L'entreprise de mon père était, pour l'essentiel, un navire en train de couler. Et lui se tenait sur le pont, faisant semblant que l'eau était juste un peu haute. J'ai aussi appris autre chose. Gareth avait co-signé une partie du prêt, ce qui signifiait que Gareth était lui aussi coincé. Soudain, son appel téléphonique prenait beaucoup plus de sens. Il n'appelait pas seulement, par simple inquiétude fraternelle. Il appelait parce que son propre avenir financier était lié à l'entreprise défaillante de notre père, et qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui lancer une bouée de sauvetage. Ce détail a tout changé pour moi. Non pas parce qu'il m'a donné moins envie d'aider, mais parce qu'il clarifiait exactement la nature de la situation. Ce n'était pas une famille qui se serrait les coudes en temps de crise. C'était une famille qui avait passé des décennies à m'ignorer, et qui réalisait soudainement que le fils invisible était le seul à ne pas se noyer. J'ai passé la semaine suivante à me préparer. Un soir, je me suis assis avec Brooke à la table de la cuisine, et nous avons passé en revue nos finances ensemble. Nous étions en bonne posture. Entre mon nouveau salaire, ses revenus, et les économies que nous avions accumulées, nous avions un solide coussin financier. Je n'allais pas mettre cela en péril. Quoi que je décide de faire pour mon père, il y aurait des limites claires. Brooke et moi, nous sommes mis d'accord sur chacune d'entre elles, avant que je ne fasse le moindre pas. J'ai aussi écrit une lettre. Pas une lettre que je comptais envoyer. Une lettre que je prévoyais de lire à voix haute. J'ai écrit tout ce que j'avais eu envie de dire à mon père, au cours de l'année écoulée. Tout ce que j'avais eu envie de lui dire, au cours des 20 dernières années, en réalité. À propos du vélo contre la voiture. À propos de la voie plate, lors des appels du dimanche. À propos de la façon dont il se vantait de Gareth, auprès de tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Et de la façon dont il me décrivait comme mon autre fils, lors des événements familiaux. Comme si j'étais une arrière-pensée dotée d'un pouls. À propos de ce Noël, avec l'ordinateur portable et le pull trop grand. À propos de chaque fois, où j'avais accompli quelque chose, et où j'avais attendu que le téléphone sonne, pour des félicitations qui ne venaient jamais. Et à propos du message vocal. Ces 9 secondes qui avaient confirmé toutes les peurs que j'avais toujours eues, sur la place que j'occupais dans son monde. Je me suis entraîné à la lire à voix haute, dans notre chambre. Biscuit était assis sur le sol, et me regardait avec la tête penchée, comme si je donnais la pire conférence TED qu'il ait jamais vue. Mais cela m'a aidé. Cela m'a aidé à faire sortir l'émotion, avant la vraie conversation.
Ainsi, je pourrais entrer dans cette pièce avec les idées claires, et en gardant le contrôle. Le plan était simple. Je conduirais jusqu'à Clarksville un samedi. Je m'assoirais avec mon père, seul. Sans ma mère planant autour, pour arrondir les angles. Sans Gareth jouant les médiateurs. Juste moi et Rick. Je dirais ce que j'avais à dire. J'écouterais tout ce qu'il aurait à me répondre. Et je prendrais ma décision, à partir de là. Aucune promesse à l'avance. Aucun chèque signé, avant que la conversation n'ait eu lieu. Si mon père voulait mon aide, il allait devoir la mériter. En faisant quelque chose qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie, être honnête avec moi. Brooke a fait le trajet avec moi. Elle a attendu dans un café en ville, pendant que j'allais à la maison. Elle m'a embrassé, avant que je ne sorte de la voiture, et m'a dit, « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Quoi qu'il se passe là-dedans, je suis là. » Je me suis garé dans l'allée de ma maison d'enfance, et je suis resté assis dans la voiture pendant 1 minute. La maison avait la même apparence. Un bardage blanc, des volets bleus. La même allée fissurée, que mon père répétait vouloir réparer chaque été. Les nains de jardin de ma mère étaient toujours alignés près de l'allée, tels de minuscules sentinelles prêtes à juger. Tout était exactement comme dans mes souvenirs. Ce qui rendait la situation encore plus étrange, car j'étais une personne complètement différente, de celle que j'étais la dernière fois que j'étais venu. J'ai pris une grande inspiration, j'ai attrapé mon téléphone, avec le message vocal toujours enregistré dessus, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je n'ai pas frappé tout de suite. Je suis juste resté là, pendant 1 seconde, à écouter le son étouffé d'une télévision à l'intérieur. Et j'ai repensé à ce qu'avait dit Tran. Pas pour lui, pour toi. Puis, j'ai frappé. La télévision s'est tue. Des bruits de pas. La porte s'est ouverte, et mon père était là. Il avait l'air plus vieux, plus maigre. Ses cheveux étaient devenus plus gris autour des tempes, et il y avait sous ses yeux, des cernes noires que je n'avais jamais vues auparavant. Il m'a fixé comme s'il voyait un fantôme. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. J'étais le fils dont il aurait souhaité qu'il n'arrive jamais, debout sur son porche, et c'est moi qui avais toutes les cartes en main. « Salut, papa », ai-je dit. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. « Nolan, entre. » Je suis entré, et la porte s'est refermée derrière moi. Tout ce vers quoi je m'étais préparé au cours de l'année écoulée, était sur le point d'exploser. La maison avait la même odeur. Le café, le produit nettoyant au pain, et cette légère odeur de poussière, que la vieille moquette conserve, peu importe le nombre de fois où on passe l'aspirateur. Ma mère n'était pas à la maison. J'avais calculé mon heure exprès. Je savais qu'elle était bénévole à la banque alimentaire de l'église, le samedi matin. J'avais besoin que cette conversation ait lieu sans qu'elle soit dans la pièce, à essayer de traduire les sentiments de mon père à sa place. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. La même table où j'avais mangé 1 millier de dîners, fait 1 millier de devoirs, et écouté 1 millier d'histoires, sur les matchs de football de Gareth. Mon père m'a offert du café. J'ai dit non. Il s'est versé une tasse avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables, et s'est assis en face de moi. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Il regardait la table. Je le regardais. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le message vocal, et je l'ai posé sur la table, entre nous. Avant de parler de quoi que ce soit d'autre, ai-je dit, « Tu as besoin d'écouter ça. » J'ai appuyé sur lecture. Le bruit du barbecue a rempli la cuisine. Les rires, la musique, le grill. Puis, sa voix, entre nous, j'aurais souhaité que Nolan n'arrive jamais. Ensuite, le rire. 9 secondes. La cuisine était silencieuse. Le visage de mon père est devenu blanc. Pas rouge, pas empourpré. Pas la couleur défensive, d'un homme qui se fait surprendre en plein mensonge. Blanc. Comme si chaque goutte de sang s'était écoulée de sa tête, pour aller s'amasser quelque part autour de ses chevilles. Il a fixé le téléphone, comme si l'appareil venait de le mordre. Ça m'a été envoyé par accident, ai-je dit, en gardant une voix égale. En juin dernier. Tu voulais l'envoyer à Dal. Tu étais chez lui, à un barbecue, et tu as dit à ton frère, que tu aurais souhaité que ton propre fils ne soit jamais né. Ensuite, tu en as ri. Il a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Il l'a refermée.
a essayé à nouveau. Nolan, j'ai besoin que tu me laisses terminer, ai-je coupé. Et ma voix n'a pas tremblé. Ce qui m'a surpris. Je m'y étais préparé, mais la préparation ne résiste pas toujours à la pression. Cette fois, si. J'ai passé ma vie entière à essayer de mériter quelque chose de ta part, que Gareth obtenait gratuitement. Ton attention. Ta fierté. Ton respect. Je t'ai regardé te vanter de lui, auprès de quiconque voulait bien l'entendre. Alors que tu n'arrivais même pas à te souvenir de ce que je faisais dans la vie. J'ai payé mes propres études, pendant que tu couvrais les siennes, jusqu'au dernier centime. Je t'ai appelé tous les dimanches, pendant des années. Et tu ne m'as jamais posé la moindre question en retour. Pas une seule fois. Et je me suis dit que c'était normal. Je me disais, que tu n'étais simplement pas un homme de mots. Je t'ai trouvé une centaine d'excuses. Parce que l'alternative, c'était d'accepter que mon propre père ne pensait pas que je valais la peine, qu'il m'accorde de son temps. Il regardait fixement la table, maintenant. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux étaient humides, mais aucune larme ne coulait. Et puis, j'ai entendu ce message, ai-je continué. Et j'ai arrêté de chercher des excuses. Parce que tu n'as pas dit que tu étais frustré par moi. Tu n'as pas dit que je t'avais déçu. Tu as dit que tu aurais souhaité que je n'arrive jamais. Comme si j'étais une erreur. Comme si mon existence entière était quelque chose que tu regrettais. Et tu as ri, papa. Tu as ri. Le silence qui a suivi, a été la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac, sur le mur au-dessus de la cuisinière. Biscuit aurait détesté cette horloge. Pourquoi, ai-je demandé. Juste un mot. Le seul mot qui comptait. Mon père a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges et vitreux. Et pour la première fois de ma vie, il avait l'air petit. Pas physiquement, mais de toutes les autres manières. Comme si l'homme que j'avais passé 3 décennies à essayer d'impressionner, avait rétréci, pour devenir quelque chose de fragile, d'humain, et de profondément imparfait. Je ne sais pas, a-t-il dit, la voix brisée. Je n'ai pas de réponse qui puisse arranger ça. Essaie, ai-je répondu. Il a pris une inspiration tremblante. Tu as toujours été si indépendant, Nolan. Même quand tu étais enfant, tu n'as jamais eu besoin de moi. Gareth avait besoin de moi pour tout. Pour l'entraîner, pour l'argent, pour des conseils. Et je suppose, que je me suis habitué à ce qu'on ait besoin de moi. Toi. Tu gérais simplement les choses. Tu te débrouillais tout seul. Et je me suis dit que ça voulait dire, que tu allais bien. Que tu n'avais pas besoin, de ce dont Gareth avait besoin. Mais la vérité, il s'est arrêté, a dégluti difficilement. La vérité, c'est que j'ai été fainéant. J'ai choisi la voie de la facilité. J'ai répondu présent pour l'enfant, qui réclamait mon attention. Et j'ai laissé le plus calme, se débrouiller tout seul. Et quelque part en cours de route, la distance entre nous est devenue si grande que je ne savais plus comment la franchir. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Et cette chose que j'ai dite à dalle. C'était moi, agissant comme un lâche. J'étais frustré contre moi-même. Contre le gâchis que j'avais fait de mon entreprise. Contre le fait que mon plus jeune fils n'avait pas appelé depuis des mois. Et au lieu d'assumer tout ça, je t'ai blâmé, toi. J'ai dit une chose horrible. Et je n'ai même pas eu le courage de te le dire en face. Je l'ai dit dans ton dos, à mon frère, lors d'un barbecue, comme si ce n'était rien. Il a essuyé ses yeux du revers de la main. Ce n'était pas rien, Nolan. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai laissé planer le silence pendant un long moment. Pas parce que je décidais si j'allais lui pardonner. J'avais déjà pris cette décision, avant d'entrer. J'ai laissé le silence durer parce que je voulais le ressentir. Chaque mot. Je voulais sentir mon père me voir, enfin. Même s'il avait fallu attendre 32 ans, et une crise financière catastrophique, pour en arriver là. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Je ne te donne pas d'argent aujourd'hui. Je ne signe pas de chèque pour réparer un problème, que Gareth et toi avez créé ensemble. Ce que je vais faire, c'est te mettre en contact avec un conseiller financier.
en qui j'ai confiance. Il s'appelle Jordan. Il travaille avec de petites entreprises en difficulté, et il va déterminer ce qui peut être sauvé. S'il y a une voie possible, qui ne met pas ma propre famille en danger, j'envisagerai de t'aider. Mais il y a des conditions. Mon père a hoché la tête. Il n'a pas discuté. Il a simplement écouté. Ce qui était peut-être la première fois qu'il faisait ça de toute sa vie. Premièrement, tu vas suivre une thérapie. Tu vas régler ce qui a pu te faire penser qu'il était acceptable de dire ça sur ton propre fils. Deuxièmement, on ne glisse pas cette histoire sous le tapis. Si nous reconstruisons quelque chose, ce sera basé sur l'honnêteté. Et troisièmement, tu dis à Gareth ce que tu as dit. Il doit l'entendre. Pas de ma bouche. De la tienne. Son visage s'est tordu, à cette dernière condition. Je pouvais voir la résistance, la honte. L'instinct de protéger l'enfant gâté, pour éviter qu'il ne découvre que son père était capable d'une telle laideur. Mais il a hoché la tête lentement. Comme un homme acceptant une intervention chirurgicale, dont il savait qu'elle était nécessaire. D'accord, a-t-il dit doucement. Je me suis levé. Il s'est levé. Nous nous sommes regardés, de part et d'autre de cette table de cuisine, où j'avais passé toute mon enfance à être invisible. Puis il a dit, je n'aurais jamais dû dire ça. Tu es la meilleure chose que je n'ai jamais méritée. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je n'en étais pas encore là. Mais j'ai hoché la tête, et j'ai répondu, on verra. J'ai conduit jusqu'au café. J'ai trouvé Brooke installé sur une banquette, avec 2 lattes, et une expression qui disait clairement, qu'elle fixait la porte depuis 1 heure. Je lui ai dit qu'il avait pleuré. Qu'il s'était excusé. Qu'il avait admis avoir été un lâche. Elle m'a demandé si je le croyais. J'ai répondu que je croyais qu'il avait peur, et qu'il avait honte. Est-ce que cela se transformerait en un véritable changement? Ça, je l'ignorais. Mais j'avais dit ce que j'avais besoin de dire, et je ne portais plus ce fardeau. Nous sommes rentrés chez nous, à Franklin, cet après-midi-là. Biscuit nous a accueillis à la porte, comme si nous étions partis depuis 6 ans. Ce qui est sa réaction habituelle, à toute absence de plus de 20 minutes. Je me suis assis sur le porche, avec un verre de thé glacé. Et j'ai regardé le soleil se coucher sur notre jardin. Le foyer que j'avais construit. Le potager qu'elle avait planté. La vie que nous avions bâtie ensemble, sans la permission, ni l'approbation de qui que ce soit. Mon père a bel et bien commencé une thérapie. Il y va depuis environ 8 mois maintenant. Gareth m'a appelé, après que mon père lui a parlé du message vocal. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis a dit, je n'en avais aucune idée. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu. Je lui ai répondu que c'était bien là, tout le problème. Personne ne le voyait. C'est ainsi que fonctionne le favoritisme. Le favori ne s'en rend jamais compte, parce que le système a été conçu pour lui. La situation financière s'est arrangée, pour l'essentiel. Jordan a aidé à restructurer la dette, et à négocier avec les sous-traitants. J'ai couvert une partie des frais juridiques. Non pas parce que je lui devais quoi que ce soit, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Et que je pouvais me le permettre, sans nous mettre en difficulté. Gareth a également couvert sa part. Pour une fois, le poids était réparti de manière égale. Brooke et moi nous sommes mariés en avril, dans ce vignoble à Franklin. 34 invités. Biscuit était le porteur d'alliance. Ce qui s'est passé à peu près aussi bien, que ce à quoi on pouvait s'attendre. Mon père est venu. Il s'est assis au 2e rang, et a pleuré pendant toute la cérémonie. Pendant la réception, il m'a pris à part et m'a dit, « Je suis fier de toi, Nolan. » J'aurais dû dire ça, il y a bien longtemps. Je l'ai regardé et j'ai dit, « Oui, tu aurais dû. » Mais j'ai souri en le disant. Car je n'étais plus cet enfant. Celui qui était assis dans une voiture étouffante, sur le parking d'un crochet. Celui qui passait en boucle un message de 9 secondes, en se demandant ce qui n'allait pas chez lui. J'étais un homme. Avec une femme, un chien, une maison, une carrière. Une vie que j'avais bâtie de mes propres mains. Sans son approbation. Sans sa fierté. Sans sa permission. Et s'il voulait en faire partie maintenant, il allait devoir mériter sa place à table, de la même manière que j'avais mérité tout le reste. Un jour à la fois.